Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de chimie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de matière. Et ce qu'on va discuter surtout, c'est des matières qu'on appelle les substances pures. Donc, les substances pures, c'est un regroupement de matières qui sont faites de seulement un type de particules. Et on va aussi parler d'éléments. On va aussi parler de la différence entre un élément et un atome. Et on va même finir par faire quelques diagrammes de Bohr-Rutherford. Donc, restez avec nous et apprenons ensemble. Et nous sommes ici pour faire un peu de revue pour la chimie. Alors, la première chose que je veux revoir avec vous aujourd'hui, c'est que nous allons travailler avec des substances pures. Alors, qu'est-ce que c'est une substance pure? Une substance pure, c'est une matière qui est faite d'un type de particules. Donc, voyons voir quelques particules intéressantes. Nous avons par exemple le calcium que l'on peut voir ici et on a un symbole de Ca. Nous avons l'oxygène avec un symbole de O et l'or avec un symbole de Au. Si on regarde notre manuel, on peut voir qu'il y a un tableau périodique et dans celui-ci, il y a le regroupement des éléments avec, avec des informations comme le numéro atomique, la masse atomique et ainsi de suite. Et nous allons y revenir tout à l'heure. Un autre regroupement de substances pures se retrouve comme les composés. Celui que l'on connaît le plus est le dioxyde de carbone, donc le nom ici dioxyde de carbone, et on a ici deux symboles d'éléments. Et ici, on a un élément qui est C, qui est le carbone, et O, qui est l'oxygène, comme mentionné tout à l'heure ici. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut représenter ces atomes et comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur de ceux-ci? Voyons voir, on fait un petit dessin. Continuons maintenant avec qu'est-ce que c'est un élément et comment est-ce que cette théorie particulière est finie par arriver en chimie. Voyons voir. Nous avons vu qu'il y a des éléments dans notre univers, dans notre environnement. Maintenant, ce n'est pas été découvert tout de suite. Il y a des personnes, des scientifiques, avec le temps, qui ont fait des expériences et ont découvert que, il y a certains métaux qui existaient et d'autres éléments qui avaient des caractéristiques différentes. Maintenant, ceci étant dit, au début, on se disait, la matière doit être faite de particules. Maintenant, voyons voir. Si nous avons un morceau de bois comme ceci, est-ce que ça veut dire que si je le coupe en deux, et on le coupe en deux encore, et on finit par avoir un très petit morceau, est-ce qu'on finit par avoir une particule tellement petite qu'elle disparaît? C'est impossible, parce qu'on ne peut pas faire disparaître la matière. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? Il y a bien sûr des théories particulières qui sont arrivées. Donc ici, je parle surtout des personnes du côté européen et nord-américain, malgré le fait qu'il y a eu des philosophies et cultures qui ont parlé de ce fait qu'il y avait différentes matières dans notre univers. S'il y a des commentaires et des idées, mettez des commentaires dans le bas du vidéo et je pourrai voir si je peux ajouter cela dans une vidéo suivante. Alors voyons voir. On a vu qu'il y a des particules. Est-ce qu'on a des particules de bois comparées à une particule de fer? C'est une bonne question. Alors, Dalton s'est dit que toute matière est faite de particules. Alors, c'est intéressant parce que ici, ce serait une particule de bois, de fer, excusez. Ici, une particule de bois. Et on aurait, par exemple, ici, des particules de papier. Mais ce n'est pas si simple. Par contre, il a fait la base de ce qu'on appelle la théorie particulière, dans laquelle on a que toute matière est faite de particules, du fait que si on ajoute de l'énergie à ces particules, ils vont accumuler cette énergie, vibrer un petit peu plus, jusqu'à éventuellement nous donner ces trois états de la matière, par exemple l'eau, on a la vapeur, l'eau et la glace. Maintenant, on a continué les recherches et il y a un autre chercheur qui s'appelait Thomson. Et lui, il a remarqué que lorsqu'il met une certaine, comment je peux dire ça, un électroaimant près d'un gaz, que celui-ci réagissait. Ça veut dire qu'on avait des particules qui n'étaient pas seulement des particules qu'on pourrait dire, voyons voir, des particules neutres,
Mais on avait des particules qui avaient en tout une charge positive et qu'à l'intérieur de celui-ci, il y avait des petites charges négatives qui existaient, de façon à ce que la neutralité de cette particule existe toujours. Maintenant, on a les recherches qui ont continué et on se retrouve avec Bohr, excusez, Bohr ici, et celui-ci a dit, OK, il a fait une expérience avec des feuilles d'or. Il a remarqué que lorsqu'il y a des particules alpha qui passent à travers cette feuille d'or, la plupart va passer sans être affectée. Par contre, il y a une petite quantité qui rebondit, un peu comme des boules de billard lorsqu'on joue au billard. Alors, il s'est dit que les particules ici devaient avoir un centre qui était beaucoup plus dense et qu'il y avait un nuage ou un espace vide entre ceux-ci. Alors, dans sa théorie particulière ici, cette théorie de l'atome, ce qu'il a dit, c'est que dans le centre, on se retrouve avec une partie dense qui a une charge positive. Et il a dit cette idée qu'on avait ici un noyau dans le centre. Autour de celui-ci, il y avait un genre de nuage d'électrons. Et l'idée ici, c'est que les positifs et les négatifs qui sont autour nous permettent d'avoir des charges neutres parce que on savait déjà que l'électricité existait. On savait que la matière, lorsqu'il y a des différences de charge électrique, il s'attirait ou se repoussait. Donc on savait que la matière avait tendance à vouloir être neutre. Alors, Bohr a dit, voici ce qui se passe. Maintenant, Rutherford travaille avec Bohr et il dit, OK, dans mes expériences, il semble que les électrons ne sont pas disposés de façon aléatoire, ils suivent certains niveaux d'énergie. Ça c'était intéressant parce que ça nous permettait de pouvoir organiser les électrons. Et toutes ces recherches ont permis bien sûr la création de ce qu'on appelle le tableau périodique des éléments. Tableau périodique des éléments. Oups, des éléments comme ceci. Donc, il y avait un dénommé Mendeleïev qui avait commencé à les organiser et tout ceci a permis de, bien sûr, nous donner ce tableau périodique moderne que nous avons et nous utilisons en chimie et dans d'autres matières aussi. Maintenant, une autre personne qui a travaillé avec Rutherford quelques années plus tard, alors dans les années 47 ou 1947, il a fait des tests et il s'est dit, lorsqu'on regarde le noyau, il y a des éléments semblables qui semblent avoir des masses volumiques différentes. Ça veut dire qu'à l'intérieur du noyau, il y a des particules ou quelque chose qui a la charge positive, mais quelquefois la densité, donc la masse de ces atomes change. Comment est-ce qu'on peut essayer de découvrir ou d'expliquer cela? Alors celui-ci a émis l'hypothèse qui est acceptée maintenant, que dans le noyau, il y a ce qu'on appelle des neutrons. Est-ce qu'on peut voir ça ici? Parfait. Alors, les neutrons, qu'est-ce que c'est? Ce sont des charges, des particules qui ont à peu près la même masse que le proton. Et les deux se retrouvent dans le noyau. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous a permis de réaliser que, OK, il y a des éléments qui ont le même nombre de protons, ce qui veut dire qu'ils sont les mêmes éléments et ont des propriétés spécifiques. Par exemple, si on a, je ne sais pas, le fer, c'est une bonne question. Non, si on prend le chlore, par exemple, le chlore peut avoir 17, 18, même plusieurs neutrons à l'intérieur. Par contre, il a toujours ces 17 protons, et ceci fait qu'il est toujours appelé le chlore. OK. Ça nous donne une théorie intéressante parce que Chadwick a permis l'évolution de la théorie particulière pour nous donner ce qu'on appelle les isotopes. Les isotopes. Qu'est-ce que c'est un isotope? Un isotope, ce sont des éléments qui ont le même nombre de protons. Par contre, le nombre de neutrons est différent. Ça veut dire que la masse d'atomes spécifique est différente, mais les propriétés de ceux-ci, propriétés chimiques, sont les mêmes. Maintenant, le fait d'avoir différents nombres de protons dans le noyau peut créer certains changements en ce qui concerne les caractéristiques physiques d'un atome, soit pour avoir un point d'ébullition ou de congélation qui sont différents.
Ils ont des masses volumiques différentes aussi, donc ça peut affecter certaines propriétés physiques. Mais les caractéristiques chimiques sont les mêmes.